Bonjour à tous, voici une nouvelle petite vidéo sur la notion de potentiel d'équilibre d'un ion que nous avons vu à travers l'étude du potentiel de repos d'un neurone lors du module de physiologie animale à l'IUT de Caen. Donc nous allons partir d'une situation assez simplifiée, toujours simple, donc dans le cas non physiologique. Nous allons donc considérer deux compartiments séparés par une membrane qui n'est perméable que aux ions K+, donc aux ions potassium. Donc cette membrane contient des canaux de fuite, qui sont représentés ici en orange, qui ne laissent passer que le potassium. Dans chaque milieu, qui représente le liquide intracellulaire et le liquide extracellulaire, nous avons placé des solutions de concentration différentes en KCl. Le liquide intracellulaire, vous le savez, est riche en potassium. Donc pour modéliser ce milieu, nous avons mis une solution de 140 millimolaires de KCl dans ce côté-là du schéma expérimental qui représente donc le milieu intracellulaire. Et de l'autre côté, pour représenter le liquide extracellulaire, on place une solution avec 5 millimolaires de KCl. Donc j'ai représenté un nombre de molécules qui ne correspond pas à la concentration molaire, bien sûr, je ne pourrais pas représenter toutes les molécules, mais donc il y a un gradient de concentration entre ce qui représente le liquide intracellulaire et ce qui représente le liquide extracellulaire, et entre les deux il y a une membrane qui ne laisse passer que le potassium. Ça c'est la solution AT égale 0, le montage AT égale 0. Donc, nous avons vu lors des précédents TP que sous l'effet du gradient de concentration, les ions potassium et chlorure étant plus concentrés dans le liquide intracellulaire vont diffuser à travers les canaux pour aller vers le liquide extracellulaire. Or, seuls les potassiums peuvent passer puisque les ions chlorure ne sont pas capables de passer à travers ces canaux et cette membrane. Donc c'est ce que j'ai modélisé par cette flèche ici. Nous avons un flux sortant de potassium uniquement sous l'effet de la différence de concentration. Alors si on regarde ce qui s'est passé, du coup, sous l'effet de cette diffusion, on a du potassium, du coup, qui se retrouve d'un côté, et les ions chlorure qui lui étaient associés se retrouvent de l'autre côté et ne peuvent pas passer. Ils restent bloqués au niveau de la membrane. Donc au départ, le LIC et le LEC étaient chacun électroneutres, c'est-à-dire qu'il y avait autant d'ions K+, que d'ions Cl- de chaque côté, ce qui fait que le milieu était chargé ni négativement ni positivement, on dit qu'il est électroneutre. Et là, du fait de cette diffusion uniquement des ions potassium, on va avoir le LEC qui va accumuler localement, juste derrière la membrane, de l'autre côté du canal, un ion potassium, et de l'autre côté, l'ion chlorure va rester accumulé dans le LIC puisqu'il n'a pas pu passer à travers la membrane. Ceci crée donc une différence de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane que l'on pourrait mesurer comme l'on mesure un potentiel de membrane d'un neurone en mettant 2 électrodes de chaque côté de la membrane, mais vraiment juste sous la membrane, quelques nanomètres sous la membrane. Donc ces ions Cl- étant localisés du côté intracellulaire, en fait si on mesure la différence LIC moins LEC du potentiel de membrane, on trouverait par exemple, c'est une valeur donnée vraiment de manière très simplifiée, une valeur de moins 50 millivolts. Mais au fur et à mesure, on constate quand même qu'il y a toujours un gradient de concentration, c'est-à-dire que le KCl est toujours plus concentré dans le LIC que dans le LEC. Donc le potassium va toujours continuer à diffuser vers le liquide extracellulaire sous l'effet de ce gradient de concentration. Mais comme les ions chlorure sont chargés négativement et que les ions potassium, donc qui s'accumulent de l'autre côté, sont chargés positivement, cela crée une différence de potentiel électrique qui tend à réattirer les ions potassium vers le liquide intracellulaire, puisque les ions chlorure, les charges négatives, vont réattirer les ions potassium chargés positivement localisés dans le LEC. Donc il va y avoir en fait deux forces qui vont s'opposer. D'une part la force liée au gradient de concentration qu'on appelle la force osmotique, mais j'aime pas trop ce terme parce que ça embrouille avec l'osmose. Donc la force liée au gradient de concentration. Et au fur et à mesure que les ions potassium se séparent des ions chlorure, cela crée une différence de potentiel électrique, donc une force électrique qui tend à réattirer les ions potassium qui étaient sortis vers le milieu intracellulaire sous l'effet de l'attraction des charges négatives, en l'occurrence les ions chlorure ici, qui s'accumulent sous la membrane. Et à partir d'un moment, en fait, il va se créer un équilibre, c'est-à-dire que la différence de concentration
la force liée à la différence de concentration va exactement être contrebalancée par la force électrique qui tend à réattirer les ions potassium vers le milieu intracellulaire, donc sous l'effet de cette différence de charge entre le leak et le lec. Et donc, que nous dit en fait la loi de Nernst? Elle nous dit que cet équilibre, il est atteint quand donc on répond à cette équation, c'est-à-dire quand la valeur de tension qui existe entre le leak et le lec sous la membrane est égale donc à 58 fois le log des différences de concentration que vous avez initialement. Donc, si j'applique cette formule pour les concentrations que l'on avait initialement de 140 millimolaires de KCl et de 5 millimolaires de KCl, on trouve que finalement on aurait un équilibre entre la force osmotique, enfin la force de concentration et la force électrique, si la différence de potentiel électrique atteint moins 84 millivolts. Donc là, par exemple, dans ce schéma intermédiaire, la différence de potentiel électrique n'est que de moins 50 millivolts. Autrement dit, la force électrique n'est pas suffisante pour contrebalancer la force de concentration. Donc les ions potassium vont toujours avoir tendance à sortir plutôt qu'à rentrer. Mais quand ils vont continuer à sortir, cela va augmenter la différence de potentiel électrique, si bien que ça va au bout d'un moment atteindre moins 84 millivolts. Et à ce moment-là, la différence de concentration sera exactement contrebalancée par ce potentiel électrique, cette force électrique qui tend à réattirer les potassiums vers le milieu intérieur. Donc la loi de Nernst, en fait, elle permet finalement de montrer qu'un ion est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y en a autant qui y rentre qu'il ne sort à travers la membrane, même si on a toujours une différence de concentration, puisque cette différence de concentration va être compensée par une différence de potentiel électrique. Ce qu'il faut bien comprendre, ça n'apparaît pas sur mon schéma du fait que ce n'est pas à l'échelle. En fait, ici, il y a vraiment des millions d'ions dans chaque compartiment. Et il suffit donc qu'il y ait juste quelques milliers d'ions, donc c'est ridicule par rapport aux millions, qui passent à travers ces canaux pour créer une différence de potentiel électrique qui va contrebalancer en fait ce flux sortant lié à la différence de concentration. Et donc au final, cela n'a pas changé les concentrations initiales que vous avez dans le milieu. C'est pour ça que j'écris toujours que les concentrations sont toujours de 140 millimolaires et de 5 millimolaires au début et à la fin. Donc voilà pour l'explication globale de ce que c'est qu'un potentiel d'équilibre d'un ion. C'est la valeur du potentiel de membrane pour lequel la force électrique compense exactement la différence de concentration de cet ion-là de part et d'autre de la membrane. Merci à tous, au revoir.